Bonjour à tous et bonjour Sarah. Et bonjour Laurent. Ça faisait longtemps qu'on parlait de faire cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à Rosnay, on est en plein cœur du parc naturel régional de la Brenne. Et là, c'est quartier général. Nous sommes au quartier général à la maison du parc. Voilà. Que tu veux nous faire visiter, je crois, Eh oui. tout à l'heure, Sarah. Si tu le veux bien. Voilà, donc une émission qui va être forcément très portée sur l'environnement, mais dans laquelle nous allons aborder aussi quelques petits points noirs. Voire rouge. Voire rouge, je vois à quoi tu fais allusion, Sarah. Ne serait-ce pas ces petites écrevisses C'est de très, Louisiane très et qui prolifèrent et dont on essaye de se débarrasser, Voilà. mais c'est pas facile. Pas évident. Donc tout ça, on va l'aborder dans l'émission et puis bien d'autres choses, comme vous pourrez vous en rendre compte, notamment en regardant tout de suite. La carte postale. C'est parti. Bienvenue sur le sommet de la Brenne. Nous sommes à Rosnay. La commune fait partie du parc régional de la Brenne. Elle est entourée de douadiques, cirons et miniers. Depuis 1999, Rosnay connaît une hausse de sa population. Aujourd'hui, le village compte 547 habitants et s'étend sur 5903 hectares. Vous connaissez sans doute la Brenne par ses 1000 étangs, un paysage qui inspire douceur et sérénité. De nombreux touristes et randonneurs s'arrêtent à la maison du parc. L'histoire de ce site est liée au château du Boucher qui domine le hameau. Son origine date du XIIIe siècle. Il a été restauré au XVe et au XVIIe siècle. Et il a conservé son aspect de forteresse. De belles bâtisses ont été protégées. D'ailleurs, le siège de la maison du parc y a pris ses quartiers généraux. Aujourd'hui, on trouve également de quoi se restaurer, une boutique souvenir et un lieu d'exposition. La maison du parc se trouve à 133 mètres d'altitude sur le plus haut buton de Brenne. Précisons que celui-ci est un élément caractéristique du paysage de la Brenne. D'ailleurs, il existe une légende, la légende de Gargantua. Pour aller de Tours à Limoges, le géant aurait traversé la Brenne à pied. Malgré ses grandes jambes, il s'enfonçait péniblement dans la boue. De temps en temps, il devait secouer ses bottes et à chaque fois, il tombait assez debout pour former une butte. Autre particularité tout près du village, il existe un centre de transmission de la marine, mais attention, c'est secret défense. La Brenne est une région d'une biodiversité remarquable qui inspire de nombreux artistes et les amoureux de la nature. Oiseaux, papillons, libellules, tortues, orchidées, plantes aquatiques font partie de ce paisible décor. D'ailleurs, les photographes Jean-François Héliot et Nicolas Van Ingen, connus dans notre département, exposent sur le thème de la Brenne jusqu'au 15 mai au couvent des Cordeliers à Châteauroux. Seule petite ombre au tableau, l'invasion des écrevisses de Louisiane. Ils sont une petite poignée d'hommes comme Guy Cholet a essayé de préserver les étangs. Et avec beaucoup de patience, ces écrevisses finiront sans doute dans leurs assiettes. Bonne continuation. Il faut rapprocher. Alors, on les voit à travers quand il y en a. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va, oui. Ça va bien Ça va, vous ça va, ça va. Alors je vous trouve en Oui. plein travail. Ah, ben oui, oui. Alors vous allez Ah nous bah. expliquer ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que c'est les petites écrevisses. Là, c'est l'écrevisse de Louisiane qui nous a envahis depuis un couple d'années, là. Qui envahit la Brenne depuis quelques temps. Bah oui, pas mal de temps de Brenne. Je crois qu'ils ont recensé une soixantaine de temps qu'ils n'avaient déjà dans la Brenne. Hein. Alors Donc, l'objectif, le but là, c'est Bah, c'est de les éradiquer totalement. oh non, non, il n'y arrivera jamais. Vous pourrez pas. Les éradiquer, c'est pas possible parce que bon, elles peuvent se terrer pendant presque un an Se terrer, c'est-à-dire elles Oui. se cachent dans la terre. dans la terre et rester un an. D'accord, sans se nourrir. Ouais, comme ça. Elles sortent des fois l'été. Alors vous, votre mission quand même, avec la maison Ben, du parc, oui, c'est d'empêcher le maximum. un maximum, oui. Vous en avez pêché combien par exemple en 2010, l'an dernier? Plus de 20 000. Plus de 20 000. Ouais, l'an dernier, plus de 20 000. Vous avez combien de nasses en tout sur ces étangs? J'en ai une dizaine. Une dizaine. Ouais. Et là, ce que je viens de voir, là, sur les premières nasses que vous avez relevées, il y a entre 10 et 25. Oui, 25. Parce que bon, bah, c'est écrevisses. l'époque où on en prend moins là. Mais quand ça va arriver au mois de juin, juillet, il va y en avoir 30, 40, 50, voire 60 par nasse. Ah oui, d'accord, c'est colossal. Ah bah oui, oui. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce Mais- qu'elles sont nuisibles, ces écrevisses de Louisiane? Eh bien, parce que bon, bah, dans les étangs, ça prolifère à une cadence qui est très rapide. Il y a 2 pontes par an.
500-600 œufs. Donc ça reproduit une cadence vertigineuse. Et donc ça mange le plancton. Et quand c'est que ça détruit toute la faune un peu... Ouais, ça détruit l'équilibre qui était installé depuis des années. Oui, ça détruit l'équilibre. Alors vous êtes le seul comme ça missionné par la maison du parc pour pêcher les écrevisses? Non, il y en a d'autres. Vous êtes plusieurs? Ah oui, il y a pas mal de propriétaires de tanks qui ont des nasses et puis qui piègent aussi. Il y a un voisin là, qui est juste derrière, là, il en prend aussi pas mal. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de réussir votre mission et que petit à petit l'équilibre est retrouvé en Brenne? D'après ce qui s'en occupe du parc, il arrive à maintenir quand même un peu l'équilibre. Ça va mieux dans quoi. Pas mal de temps. Ça va mieux. Ça va pas mieux parce que ça ira plutôt en s'aggravant que mieux. Ah, vous n'êtes pas optimiste alors? Ah non, parce que bon, là, il y a le canal, le Soin, là, qui part du Coudreau, qui s'en va dans la mer Rouge. Donc là-dedans, il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Ben écoutez, on va aller leur demander directement à la maison du parc, puisque justement, c'est notre rubrique suivante, c'est la visite guidée de Sarah. Nous allons à la maison du parc de Renay. Géraldine, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir dans ce très bel endroit qui est la maison du parc de Renay. Voilà, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu l'origine en fait de cet endroit. Alors là, vous n'avez pas l'impression, mais vous êtes sur le sommet de la Brenne. On est à 133 mètres d'altitude et alors on est sur un buton. Alors c'est un paysage un peu caractéristique de la Brenne. Alors pour vous raconter ce que c'est qu'un buton, il faut faire appel à la légende de Gargantua. En fait, il faut imaginer que Gargantua, quand il a voulu aller de Tours à Limoges, il a traversé la Brenne. Alors il faut imaginer, c'est un géant, il a des gros pieds et donc il a traversé la Brenne en marchant et le sol en fait est argileux et à chaque fois qu'il levait son pied, en fait il y avait de la boue qui accrochait à ses chaussures et il a dû secouer ses chaussures en fait pour que la boue s'en aille et qu'il puisse continuer à marcher. Et quand il est parti, en fait il restait des morceaux, des amas de boue et des grands trous. Et en fait c'est l'origine de la Brenne, c'est des butons, donc c'est les amas de boue et puis les trous, les étangs. D'accord. Alors on va continuer notre petit périple. Donc cet endroit a une histoire, hein, j'imagine. Oui. Alors déjà on remarque là-bas qu'il y a un très beau château. Voilà, alors c'est le château du Bouchet et l'histoire de ce lieu est liée au château du Bouchet. Alors le château du Bouchet, il a été construit au XIIIe siècle, il a été remanié au XVe et XVIIe siècle. D'ailleurs, il y a Madame de Montespan qui était la maîtresse de Louis XIV, le château appartenait à son père, qui est venu à plusieurs reprises dans ce château. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ici à la maison du parc? Je vois qu'ici il y a l'accueil et j'imagine qu'il y a une petite boutique où on peut ramener des souvenirs. Parce qu'en fait on est ici, donc on est dans les bâtiments du parc naturel régional de la Brenne, hein. Il y a le siège administratif du parc est ici et puis donc on a un accueil touristique et un espace dégustation. Donc on voit là qu'on a essayé de conserver le bâti de Brenne et on essaye aussi de valoriser les productions du terroir dans l'espace dégustation, notamment le Pouligny Saint-Pierre et la carpe. Et puis on peut manger, mais aussi on peut voir de belles expositions. D'ailleurs, si vous voulez bien, vous allez me montrer où est-ce qu'on peut découvrir ces expositions. Tout à fait. On va entrer dans l'accueil et puis je vais vous conduire à l'étage. Je crois qu'il y a Sébastien qui nous attend. Eh bien, on y va. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous expliquer la vocation de cet endroit? Donc en fait, on essaye de proposer un parcours un peu plus sensible en fait, dans cette salle-là. Alors actuellement, on accueille de la céramique. Au mois de mai prochain, on va accueillir les enfants du parc qui travaillent ensemble sur un thème commun en art plastique. Ensuite, cet été, on aura plutôt une expo d'art contemporain. Est-ce qu'on peut parler de l'artiste là qui expose un petit mot? Oui, alors Lénora Lebert qui expose actuellement, donc elle est bretonne comme son nom l'indique. Elle expose du raku, qui est une méthode de céramique un peu particulière. Et là, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle l'utilise sur de la poterie utilitaire. Donc en fait, le principe du raku, c'est qu'en fait, on fait exploser la céramique
Mais là, il faut la faire exploser en surface, évidemment, pour ne pas casser tous ces pots. D'accord. On peut repartir avec un pot, en achetant, Ah oui, tout à fait, on peut acheter ici possible aussi. Absolument, oui, c'est une expo-vente, oui, absolument. Très bien. Merci Sébastien pour toutes ces explications. Merci à vous. Tony Williams, bonjour. Bonjour. Alors vous allez d'abord nous expliquer ce qui, vous, Gallois, vous a attiré ici à Renay, dans la Brenne. Dans la Brenne, je suis venu en 82 pour la première fois. Ouais. Et c'est mon chef, qui est toujours mon chef, qui m'a invité de venir au printemps pour faire un comptage d'oiseaux. Et ça m'a plu. Vous étiez spécialiste d'oiseaux, quoi, à l'époque déjà. Oui, depuis l'âge de 6 ans, je regarde les oiseaux. Oui, ouais. Tout petit, il y a très longtemps. Oui. Donc c'est cette passion-là qui vous a attiré dans la Brenne et qui vous a retenu ici. Voilà, tout à fait. Donc la Brenne, c'est passionnant déjà. Et on voit bien, hein, c'est une zone qui est très sauvage encore, très intacte pour la nature. Il y a la nature partout. Et pour quelqu'un comme moi qui adore la nature, c'est vraiment un lieu super. Alors, quels oiseaux est-ce que vous observez ici dans la nature et à quelle époque observe-t-on le mieux les oiseaux? En Brenne, c'est surtout très intéressant pour les oiseaux qui nichent. Donc ça commence maintenant, on est à partir du printemps, mi-avril, c'est ça, et jusqu'en octobre. Toutes les époques sont intéressantes, mais les espèces les plus intéressantes de Brenne sont les espèces qui viennent pour nicher. Je peux citer quelques-uns peut-être. Oui. La guifette moustaque, c'est notre logo un peu. C'est l'emblème de la Brenne, voilà, la guifette moustaque. Ouais. C'est parce qu'il y a un tiers de la population française qui niche en Brenne. Et c'est très joli comme oiseau, ça ne pose pas de problème à personne, donc c'est facile à prendre et c'est joli, c'est mignon. Quoi. Et puis d'autres oiseaux également qu'on voit ici? Oh oui, beaucoup. Il y a peut-être en tout 270 espèces ou quelque chose comme ça qui étaient vues en Brenne. Mais de façon régulière au printemps, il y a 130 espèces qui nichent peut-être. Alors pour les observer ici, qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure? Est-ce que c'est simple d'abord de les observer avec juste des jumelles ou est-ce qu'il faut un équipement particulier? Oh non, avec les jumelles, ça peut marcher très bien. Si on a une longue vue, ça peut être plus facile, surtout en hiver. Mais il y a beaucoup d'infrastructures de plus en plus. Les miradors. Les observatoires qui sont très bien placés, qui sont de plus en plus grands. Qui sont bien indiqués aussi. Bien indiqués, oui. De toute façon, le parc édite une plaquette chaque année ou avec une carte, avec tout expliqué, c'est disponible un peu partout en Brenne. Et sont très bien positionnés, il y en a peut-être une douzaine en Brenne maintenant, et ça couvre pas mal d'habitats différents et on peut voir beaucoup d'espèces assez près. Et en plus, avec les observatoires, les oiseaux prennent l'habitude de voir les gens un peu. Donc ils n'ont pas trop peur. Voilà, exactement. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de se faire accompagner par quelqu'un comme vous, par un ornithologue, un spécialiste. Est-ce que vous-même vous accompagnez parfois des touristes qui veulent en savoir plus sur les espèces de la Brenne? Souvent, ça fait une partie intégrale de mon travail. Et pour vous contacter et contacter d'autres ornithologues, comment on fait? On va à la maison du parc? Oui, à la maison du parc, tout est là, tout est renseignement. Eh bien Tony, merci beaucoup à nous avoir expliqué votre travail et votre fonction ici à Renay. Et on va poursuivre l'émission avec quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, qui partage une passion commune avec vous, les oiseaux. Et lui, il est photographe, c'est Jean-François Elliot, vous le connaissez bien, très souvent associé à Nicolas von Ingen. C'est le portrait de la semaine. Je suis devenu photographe un petit peu par hasard, c'est peut-être pas le terme, mais en réalité, je n'ai pas du tout une formation de photographe, j'ai une formation d'aménagement du territoire. J'ai passé ma maîtrise d'aménagement du territoire au CESA à Tours, et après, comme je faisais déjà de la photo, j'ai fait des conférences pendant 8 ans, et au bout de 8 ans, je me suis installé en Brenne. Le hasard a fait que j'ai rencontré Nicolas von Ingen, qui était le voisin de l'endroit où j'habitais. Et depuis donc 1982, on travaille ensemble. Normalement, on ne sait pas qui a fait quelle photo. On essaye de faire en sorte, en tout cas, que les personnes ne le sachent pas. Nous-mêmes, parfois, on a des doutes sur des reportages que l'on a fait ensemble. Il est vrai que maintenant, de plus en plus,
à cause du numérique aussi, on est obligé d'avoir une présence derrière le bureau, derrière l'ordinateur qui est plus importante. Et donc, souvent, il n'y en a qu'un qui part. Hein. Il y en a un qui part et puis chacun son tour. Donc voilà, on continue à faire du Helio Van Ingen, mais voilà, sur un moment c'est du Helio, un moment c'est du Van Ingen. Mais pour tout le monde, c'est du Helio Van Ingen. Alors nos sujets de prédilection ont un petit peu évolué avec le temps, bien sûr. Au départ, c'était la Brenne. Hein. Au départ, on s'est ancré dans la Brenne profondément. Donc on a voulu mettre pas notre art, mais notre savoir-faire en matière photographique au service de cette région. Et c'est comme ça qu'on a été amené à faire les livres comme Brenne Terre Sauvage, qui a été le premier, qui ont été suivis de pas mal d'autres. Pêcheurs de Brenne, la Brenne carnet de photographe naturaliste. Et donc on a mis en avant ce qui nous passionnait, c'est-à-dire les animaux et peut-être encore plus les oiseaux. Au fil des années, et depuis quelques années, on s'est intéressé à d'autres régions de la planète, le Grand Nord avec la Sibérie, la Laponie, mais aussi, et depuis 2003-2004, on s'est beaucoup intéressé à l'Afrique de l'Ouest et à toute la problématique environnementale qu'il y a le long du littoral ouest africain. Alors l'exposition qui est en cours, nous l'avons faite pour la sortie de notre livre aux éditions Actes Sud, qui s'appelle Mamiwata, mer des eaux. L'exposition donc accompagne la sortie de ce livre. Elle a été exposée à Arles, à la Chapelle du Méjean, en novembre. Et le deuxième lieu d'exposition, on a voulu qu'il soit local, le couvent des Cordeliers, à Châteauroux, où l'exposition aura lieu du 15 avril, jour de l'inauguration de l'exposition, au 15 mai. C'est une exposition qui donc retrace tout le travail que l'on a fait sur l'ensemble des pays de la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et un peu le Cap-Vert. Le fil conducteur, c'est de retracer dans un premier temps la beauté exceptionnelle du littoral ouest africain, de donner la parole par l'image, de donner la parole à ces sociétés du littoral ouest africain par rapport aux actions que certains d'entre eux mènent pour essayer de sauvegarder leur environnement. Nous sommes des reporters photographes, donc on témoigne. La pisciculture est arrivée en Brenne, je pense que ce sont déjà les moines qui ont créé la plupart des étangs. Ils se sont mis à mettre principalement des carpes. On a commencé avec les carpes, c'est-à-dire que les gens ils payaient leur location ou leur bail au kilo de carpe à l'époque. Aujourd'hui, les céréaliers c'est avec le blé, mais en Brenne c'était souvent avec la carpe. C'était la monnaie. Petit à petit, ça s'est développé. On a compris qu'en faisant un peu de poisson, qu'on arriverait peut-être à gagner un petit peu d'argent. Hein, parce que la Brenne, c'est quand même, pour l'oublier, c'est une zone humide. Donc il y a beaucoup de terrains en fait, qui convenaient qu'à faire des étangs, où le blé ne poussait pas beaucoup, ou le blé ou autre. Donc ça c'est petit à petit, ça s'est agrandi comme ça. Et la Brenne est devenue pays des 1000 étangs. On a commencé à mettre un peu plus de poissons, on a apporté du gardon, de la tanche, on a mis des carnassiers, des brochets. Puis ma foi, bon, ça s'est développé comme ça. On a commencé à fertiliser les étangs,
faire des analyses d'eau, vraiment travailler l'eau, travailler les vases, tout ça. On a commencé à nourrir, donc la production était déjà meilleure. Depuis une trentaine d'années, on a une écloserie en Brenne. Alors qu'il y a 30 ans, les carpes frayées en étant, bon, ça marchait ou ça marchait pas, on ne savait pas trop ce qu'il y avait, il y en avait ou il n'y en avait pas. On était tributaire du temps, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Maintenant, à l'écloserie, on sait qu'on prend 100 000 larves, on en met 100 000. On sait ce qu'il y a, on sait ce qu'on fait. C'est une petite fête quand on pêche. C'est vraiment convivial, ces pêches d'étang. C'est une tradition qui est restée, qui est ancrée en Brenne. C'est extraordinaire, hein, d'ailleurs. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre commune, Rhônay. Nous sommes dans la Brenne. Je vous souhaite la bienvenue. C'est gentil. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Donc nous sommes dans la Brenne. Nous sommes au cœur de la Brenne et sur une commune emblématique du fait de ces sites qui sont très représentatifs, à savoir le hameau du Boucher, l'étang de la Mer Rouge, et puis placé de façon assez centrale. On va reparler un petit peu de votre mandat. Vous êtes maire depuis combien de temps sur la commune? Depuis 2007. Depuis 2007. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez concrétisés depuis 2007? Disons qu'on a travaillé beaucoup sur la réhabilitation un peu de notre centre-bourg. Et puis nous avons essayé de soigner un petit peu tout ce qui est accueil au niveau de notre camping. Et on perpétue un peu l'entretien et puis au fur et à mesure des opportunités. Il y a des projets, j'imagine, qui sont encore dans les cartons? Oui, on est tout de suite en train de se finir de mettre aux normes en termes d'assainissement. Ce qui est important aussi, hein, parce qu'on parle de développement durable, mais souvent, il faut aller, déjà au b.a-ba, ne serait-ce que le traitement des eaux usées. Alors j'imagine que Rhônay est très touristique. Il y a la randonnée de la Brenne, il y a des gens qui s'arrêtent ici aussi. Oui, Rhônay est très très touristique et on bénéficie, d'un pôle d'attrait supplémentaire qui est la maison du parc. Voilà, ça c'est un gros atout. Depuis que le PNR est créé, ça a créé la maison du parc un point de chute pour les visiteurs. Il faut savoir qu'on a des chiffres qui annoncent jusqu'à 80 000 visiteurs par an. Donc ça draine énormément de monde. Est-ce qu'il y a des petits points noirs? J'imagine que, je pense par exemple aux écrevisses, c'est le petit point noir de... On a aujourd'hui, oui, sur la Brenne, l'apparition d'espèces invasives. Ça fait partie des choses qui font parler de la Brenne aussi. On n'aimerait pas avoir ce genre de choses, mais on n'a malheureusement pas le choix. Il faut vivre avec. Hein. Par contre, on a, d'autres aspects qui sont très porteurs, à savoir le côté très sauvage, très naturel. C'est ça. Vous avez une base militaire aussi On a une base militaire, ça fait partie aussi des choses qui permettent de repérer Rhônay de loin, avec des antennes, la plus haute fait plus de 300 mètres. Il faut savoir que ça représente quand même presque 600 hectares, donc c'est un point hautement stratégique. Ça sert à commander les sous-marins et ça fait partie, contrairement aux apparences, ça fait partie de la marine. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre commune, monsieur le maire? Qu'elle perdure en termes de population, en termes de qualité de vie et en termes même de qualité de l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Et je vous dis merci à vous et merci de votre visite. Et bien voilà Sarah, nous finissons la semaine et l'émission comme chaque semaine à genoux, hein, on peut le dire. C'est fatigant quand même comme émission. C'est un petit peu fatigant. Mais que de plaisir à vous retrouver chaque semaine. Voilà. On revient la semaine prochaine? Oui. C'est toi qui prépares l'émission la semaine prochaine. Et là, je te prépare vraiment une surprise, mon petit Laurent. Tu me dis ça à chaque fois, je te crois plus. Si, tu verras. Vous verrez aussi. Mais en attendant, vous pouvez nous revoir cette émission et plein d'autres si vous vous connectez sur notre site internet dont l'adresse s'affiche sur l'écran. Voilà, tv. -tv.fr. Voilà. Ça n'a pas changé. Il y a un serpent qui approche. Oui, je crois que la mer monte en plus. Soyons prudents. On se dépêche. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.